Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Merci pour votre participation à ce webinaire. Nous allons commencer et voilà, première chose, pour que le webinaire se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, on a désactivé vos micros. Vous aurez le chat qui vous permettra de poser vos différentes questions et donc on reviendra en fin de session pour y apporter les éléments de réponse. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le visionner sur notre chaîne YouTube. Alors, pour une question de facilité, je vais désactiver ma caméra, c'est pas la chose la plus importante, je pense, et vous m'entendez pas rigueur. Allez, zouf. Donc, merci de participer donc à ce premier webinaire, donc consacré à la facture électronique, qui de toute façon en appellera d'autres, hein, vu que nous allons aborder aujourd'hui que les points dont nous sommes sûrs. Mais bien évidemment, ça va évoluer dans le temps et nous aurons l'occasion d'en rediscuter dans un ou plusieurs webinaires. Alors, donc cette session vous sera présentée par votre humble serviteur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Grégory Clicien, je suis consultant formateur sur les produits Cégide et je suis chez Extrémité depuis 2016. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir donc Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, et je vais en profiter pour lui donner la parole. Eh bien, merci Grégory. Donc, comme tu rappelais, effectivement, la vidéo est enregistrée. Donc, je vois que vous avez certains et certaines activé vos caméras. Sachez que sur la chaîne YouTube, en fait, la vidéo sera vue. Donc, moi, je vais désactiver ma caméra. Donc, je me permets de vous faire une petite présentation assez rapide de la société Extrémité, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Extrémité, cela fait 20 ans, 23 ans qu'elle existe. C'est une trentaine de collaborateurs et nous comptons à peu près 650 clients que nous servons, alors essentiellement dans les Hauts-de-France. On va dire qu'on intervient au Grand Nord de Paris. Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc ça, pour nous, c'est important. On est une PME, on connaît les problèmes des PME et on a des solutions pour les PME. Donc là, ce que va vous présenter Grégory par la suite, ça s'adresse à vos problématiques, à cette problématique qui arrive de la facture dématérialisée. Donc, on va vous présenter ensuite quelques références. Donc, vous voyez ici, vous pouvez voir effectivement quelques références. Certains et certaines d'entre vous pourront se retrouver dans la liste. Ce sont quelques références prises au hasard dans notre liste de nos 650 clients. L'idée est de présenter effectivement que nous sommes multi-activités. Nous n'avons pas un secteur d'activité particulier. Nous sommes aussi bien dans le transport, que le service, le loisir, l'industrie sur une certaine partie. Tant que nos produits répondent aux besoins des clients, nous sommes à même de venir y répondre. Alors, aujourd'hui, on est autour des produits de gestion, mais Extrémité, c'est aussi d'autres activités. Extrémité, c'est la sécurité, le réseau, les télécoms, donc cette partie réseau. La sécurité, nous avons l'agrément Expert Cyber, qui nous permet en fait de répondre aux problématiques de cybersécurité, d'être en mesure de résoudre les problèmes lors d'attaques, lorsque vous subissez une attaque, quel que soit le type d'attaque, mais surtout, notre mission est plutôt de vous prévenir là-dessus et de vous accompagner dans une montée en compétences et une responsabilisation des utilisateurs et de vos systèmes d'information pour que la data qui est chez vous, cette data qui est si importante dans l'entreprise, soit préservée et protégée. À côté de la sécurité, on a aussi le réseau. Le réseau, on intervient aussi bien sur l'installation, le déploiement de solutions ordinateurs, firewall, sécurité, et on est en mesure de faire de l'accompagnement. On a certains clients chez qui on intervient 1 à 2 fois par mois, par trimestre, pour résoudre les problèmes qui pourraient se poser. La téléphonie, donc les télécoms, nous commercialisons une solution 3CX qui nous permet d'avoir des communications unifiées. Aujourd'hui,
nos collaborateurs, qu'ils soient en télétravail ou au bureau, on les appelle, qui arrivent directement sur leur téléphone, que ce soit le portable fixe, sans que vous ayez à faire de manipulation particulière, et avec une direction automatique vers les différents interlocuteurs. Là, nous sommes sur la partie hébergement, sécurité, enfin sécurité, réseau, télécom. À ça, on a une autre activité d'hébergement, le cloud. Aujourd'hui, certaines entreprises décident de ne plus gérer de serveurs chez eux et souhaitent l'externaliser. Extrémité, par sa société sœur Systéam, est en mesure de vous proposer des solutions qui à la fois vous déchargent de cette activité de gérer un serveur, de gérer des mises à jour, de gérer des montées de compétences, mais vous assure en fait un accès à distance à vos différentes solutions. Sur la partie droite, les domaines qui nous concernent. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec Grégory autour des solutions Cégide et pour vous parler de la facture dématérialisée, mais Extrémité a aussi des solutions autour des ressources humaines, autour de la comptabilité, du décisionnel, chez différents éditeurs. On a un service développement spécifique qui est en mesure d'apporter le petit morceau de programme qui va manquer à votre solution pour répondre à vos besoins, à savoir dans une gestion de stock, la gestion par code barre, le scan de produits, l'inventaire automatisé avec des appareils tels que Zebra. Donc là, nos développeurs sont capables de venir vous greffer ce petit bout de programme, ou alors carrément sur un besoin très particulier, une demande très particulière, de vous développer complètement un applicatif de A à Z. Et la dernière partie, c'est le digital. Donc, on est en mesure, sur la société Extrémité Digitale, qui est une société sœur aussi, de vous accompagner dans la création de sites institutionnels ou sites e-commerce, et sites e-commerce avec la capacité de communiquer avec votre ERP par des outils que nous maîtrisons depuis maintenant bien des années et qui permettent d'éviter la ressaisie de commandes et la gestion du stock. Une petite activité complémentaire qui n'apparaît pas dans le slide, c'est une société d'externalisation de la paye pour répondre à de plus en plus de besoins de clients qui souhaitent arrêter de faire les payes en interne. Extrémité a depuis quelques années développé une activité d'externalisation de la paye sur laquelle nous prenons en charge la paye de A à Z. Voilà, pour la présentation Extrémité, je vais laisser la parole à Grégory pour la présentation de cette réforme de la facture dématérialisée. Merci Vincent, c'était clair et précis. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, l'objectif de la réforme 2024, alors, vous avez pu le lire, vous avez pu l'entendre. Donc, la réforme a été reportée à une date ultérieure. Alors, pour plusieurs raisons, hein, mais je pense aussi, c'est que tous les acteurs ne sont pas forcément prêts à la date donnée. Et selon les dernières informations que nous avons, le nouveau calendrier devrait être communiqué assez rapidement. Bon, en tout cas, je vous rassure ou pas, cette réforme aura bien lieu. Donc, l'objectif de la réforme, donc vous allez voir, en termes d'objectifs, donc on a 4 objectifs. Donc la première, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises. Alors, grâce à quoi? Grâce à l'allègement de la charge administrative avec la facture dématérialisée, à la diminution des délais de paiement et au gain de productivité résultant justement de cette dématérialisation. Alors, pour l'entreprise aussi, le deuxième point permettra la simplification des obligations déclaratives des entreprises avec un pré-remplissage des différentes déclarations au niveau de la TVA. Alors, bien évidemment, les avantages ne sont pas que pour l'entreprise, c'est aussi pour l'État, qui permet aussi, un des points d'améliorer la détection de la fraude au bénéfice des opérateurs économiques et ainsi permettre aux entreprises d'avoir une concurrence qui soit loyale. Et enfin, c'est d'améliorer donc la connaissance en temps réel de l'activité de l'entreprise, car tout va être récupéré, que ce soit au niveau des différentes transactions commerciales dans un point central. Alors,
Si on revient un petit peu sur le calendrier de cette réforme, même si, encore une fois, je le rappelle, le calendrier, c'était avant cette annonce de report, donc d'ici quelques temps, on aura, je pense, le nouveau calendrier. Alors, la réforme, déjà, s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu'elles soient redevables ou non. Donc, en juillet 2024, toute entreprise, peu importe sa taille, on devra avoir une solution permettant de réceptionner la facture électronique. Et seules les grandes entreprises avaient l'obligation d'avoir un logiciel permettant l'envoi de factures électroniques. Janvier 2026, ce sont les ETI donc, qui avaient cette obligation d'envoyer les factures dématérialisées. Et enfin, en janvier 2026, l'ensemble des structures doit avoir un logiciel permettant justement cet envoi de factures électroniques. Donc je le répète bien, c'était les dates annoncées et je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura le nouveau calendrier. Alors, de quelle catégorie je relève? Alors, c'est une situation d'entreprise au dernier exercice clos au 30 juin 2023. Bon, c'est un simple petit rappel. Donc, on parle de micro-entreprise lorsque l'effectif est de moins de 10 salariés avec un total bilan inférieur à 2 millions d'euros. On parle de PME pour les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. D'ETI pour tout ce qui est effectif de moins de 5000 salariés, pour chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. Et enfin, les grandes entreprises, vous avez bien compris, tout ce qui est au-dessus de 5000 salariés avec un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Alors, les obligations de cette réforme 2024. Alors, vous allez voir, on a deux obligations qui vont arriver dans cette modernisation de la vie économique. La première, et vous en avez déjà entendu parler, c'est l'e-invoicing. Alors, grosso modo, c'est la généralisation de la facture électronique dans les échanges B2B. La deuxième obligation, c'est l'e-reporting. Et c'est l'obligation de transmettre les données complémentaires liées aux différentes facturations à la DGFiP pour le calcul de la TVA et donc le pré-remplissage de la déclaration. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc au niveau de l'e-invoicing, donc ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, l'e-invoicing est la transmission d'une facture électronique pour le commerce B2B et uniquement franco-français. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un simple PDF qui soit envoyé dans un mail ou alors une facture papier ne seront plus recevables en fonction du calendrier qu'on vous a évoqué tout à l'heure et qui sera modifié d'ici quelques mois. Donc, les factures devront être envoyées dans un format bien spécifique et la DGFiP a retenu 3 formats. On a ce qu'on appelle le PDF au format FactureX. Alors, grosso modo, à l'œil nu, c'est un simple PDF. La seule différence, c'est que dedans, vous avez ce qu'on appelle un fichier XML avec des balises qui va retranscrire l'ensemble des données de la facture, que ça soit au niveau de l'entête, au niveau du corps de la facture ou du pied de la facture. Deux autres formats ont été aussi retenus par la DGFiP. Donc, vous avez l'UBL. Alors, excusez-moi un peu de mon niveau en anglais, mais c'est l'Universal Business Language, qu'il s'agit d'une norme internationale au format XML. Et vous avez le CII, qui est le Cross Industry Invoice, qui est une norme américaine. Alors, grosso modo, pratiquement tous les éditeurs ont opté pour le PDF au format FactureX. Alors, ça consiste en quoi, cette dématérialisation des factures? Les factures vont devoir être envoyées et réceptionnées à travers de plateformes de dématérialisation.
Et aujourd'hui, vous avez deux types de plateformes. Vous avez déjà entendu parler, vous avez le PPF, qui est en fait le portail public de facturation. Alors pour ceux qui font déjà de la démat dans le secteur public, c'est un peu comme Chorus Pro, c'est le même système en grosso modo. Et vous avez les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les PDP, qui eux sont immatriculés et validés par l'administration fiscale. Alors aujourd'hui, peut-être qu'ils ont déjà été nommés, mais la liste n'a pas encore été publiée, donc personne ne peut vous dire qu'il a été retenu en tant que PDP. Je pense que ça va bientôt arriver, parce qu'on parlait aux alentours du mois d'octobre d'avoir la liste des différents PDP. Et donc là, vous pourrez voir quels sont les acteurs qui ont été retenus par la DGFiP en tant que plateforme de dématérialisation. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, au niveau de vos factures, on va vous demander de faire apparaître 4 nouvelles notions. 4 nouvelles mentions. Donc, vous avez ces mentions qui existent déjà, que vous avez déjà au niveau de facture, mais en plus, il va falloir ajouter soit le numéro de sirène ou le siret de l'acheteur, l'adresse de livraison, si celle-ci est différente de l'adresse de facturation ou de l'adresse du client, la nature des opérations, donc si c'est de la prestation de service des biens, et aussi une mention avec option pour le paiement de la taxe d'après les débits, le cas échéant. Voici les 4 nouvelles mentions qui devront être ajoutées sur vos factures en fonction du calendrier de votre obligation légale. D'accord? Et la dernière petite chose de l'e-invoicing, comme vous avez entendu parler tout à l'heure, ça va servir aussi à réduire les délais de paiement. Les entreprises vont devoir aussi renseigner un certain nombre de statuts qui concernent le cycle de vie de la facture. Est-ce que la facture sera refusée, sera acceptée, encaissée, etc., etc. On verra tout à l'heure les différents statuts relatifs au cycle de vie de la facture. Alors, le e-reporting va concerner en fait tout ce qui est transactions, donc toutes les ventes qui ont été réalisées soit avec des entreprises étrangères, soit de l'intracommunautaire, soit avec le B2C, mais aussi avec les différentes données qui sont liées aux encaissements de prestations de services, en l'absence d'options sur les débits. Donc, grosso modo, l'e-reporting permettra justement de faire ce qu'on appelle une déclaration périodique sur ces différents événements qui ne sont pas du B2B, et qui ne sont pas franco-français. Alors, c'est une déclaration périodique et la fréquence va dépendre en fonction du régime de l'entreprise. Donc, soit tous les 10 jours, soit tous les mois ou tous les 2 mois. Alors, si on reprend un petit peu concrètement les périodes, donc vous voyez, vous avez ici le tableau qui reprend un petit peu les périodes. Donc, grosso modo, on va dire si les entreprises sont soumises au régime réel normal, mensuel, la fréquence, elle sera au niveau de la transmission des données de transaction, donc on parle bien de facture, ça sera 3 dépôts. Donc, une première période qui va du 1er au 10, la deuxième du 11 au 20 et la troisième du 21 à la fin du mois. Avec un délai maximum, comme vous voyez, la première période, on a un délai jusqu'au 20 du mois, etc., etc. Pour tout ce qui est la transmission des données de paiement, donc ça va être les différents statuts pour dire c'est mise en paiement, etc. Et là, on va devoir le transmettre une fois par mois, donc on est sur du mensuel avant le 10 de chaque mois. On ne va pas détailler l'ensemble du tableau, mais ça vous permet de donner un petit peu un ordre d'idée et on s'aperçoit que pour tous les autres cas de figure, les entreprises qui n'ont pas opté pour le régime réel, etc., c'est beaucoup plus simplifié. C'est un seul envoi mensuel avant le 10 de chaque mois, aussi bien pour les données de transaction qu'aussi bien pour les données de paiement. Alors, tout à l'heure, je vous parlais justement des cycles de vie. Donc, on va retrouver 10 statuts, dont 4
sont obligatoires et les autres facultatifs. Donc, ça permettra en fait, dès l'instant que vous avez réceptionné la facture de votre fournisseur, eh ben, vous avez au moins 4 autres statuts qui seront obligatoires à renseigner et qui permettra de prévenir le fournisseur ce qu'il en est de sa facture. Donc, les 4 statuts obligatoires, c'est le déposé. Donc ça, c'est la transmission automatique, d'accord, qui permet de dire, on a bien déposé la facture, elle a bien été réceptionnée tel jour, telle date, telle heure. La refuser, d'accord. Donc la facture peut être refusée par le destinataire pour des raisons métiers ou pourquoi pas même un désaccord commercial, si elle ne correspond pas au devis initial ou autre. Un statut encaissé, d'accord, pour indiquer donc au fournisseur que le fournisseur a bien reçu le paiement de la facture ou que l'acheteur a bien reçu le paiement aussi de l'avoir si on était sur de l'avoir. Et aussi une troisième qui est le rejeté, où là on va indiquer que la facture a été rejetée parce que, et ça c'est automatique, elle ne correspond pas à la norme ou à un des 3 formats qui a été prévu initialement, qui est la facture X et les 2 autres qu'on a vus tout à l'heure. Donc, c'est 4 statuts qui sont obligatoires. Donc, vous avez vu, le déposer, le rejeter, c'est quelque chose d'automatique. Oui, la facture a été envoyée et donc déposée automatiquement pour le client. Donc, le fournisseur l'a déposée automatiquement pour le client. Et le rejeter, parce que, bien évidemment, si on a envoyé la facture qui ne correspond pas à la norme définie par la DGFP, elle sera rejetée automatiquement. Et les 2 statuts qui sont de toute façon manuels, c'est bien évidemment le refuser, dans le cas où j'indique que la facture ne correspond pas à ce qui était initialement prévu, et la notion d'encaisser qui permettra de tenir les informations concernant les délais de paiement. Et après, dans le tableau, vous retrouverez les différents statuts qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs, mais que vous pouvez, pourquoi pas, actionner si vous souhaitez donner des informations complémentaires à votre fournisseur qui vous a envoyé la facture. Alors, on parlait tout à l'heure de plateformes de dématérialisation. Aujourd'hui, il en existe 2. Donc, on parlait tout à l'heure de PDP, donc la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, ces plateformes déjà sont validées par la DGFiP, donc elles sont immatriculées auprès de l'administration fiscale. Et ces plateformes auront donc la fonction de contrôler la conformité légale des pièces commerciales, des factures, aussi bien en envoi qu'en réception, d'accord, et qui vont les envoyer directement à la plateforme portail public de facturation. Donc, ces PDP ont la charge d'envoyer vos factures, de recevoir les factures aussi, et de transmettre les données, ce qu'on appelait le e-reporting, de transmettre les données de transactions et de paiements à l'administration fiscale. Le deuxième type, c'est le PPF, donc c'est le portail public de facturation. Donc c'est le portail de l'État qui, lui aussi, va retrouver tous les mêmes services que vous avez au niveau des PDP. La seule différence, c'est que c'est sur un service minimum qui est gratuit. Donc, le PPF sera également le gestionnaire de l'annuaire central, qui permet de router les différentes factures pour dire, on a Extrémité vous envoie la facture et donc le PPF par rapport à l'annuel va pouvoir router vers quel destinataire ça doit arriver. Et enfin, ça sera aussi le concentrateur de l'ensemble des flux à destination de l'administrateur fiscal. Donc attention, et ça c'est important à préciser, les entreprises ne seront pas inscrites par défaut sur le PPF. En l'absence du choix de la plateforme par l'entreprise, les factures seront conservées sur le PPF, mais l'entreprise devra s'inscrire et créer son compte pour accéder à ces données. Donc, la première chose, lorsque les tuyaux sont ouverts, vous saurez, déjà la première chose, c'est d'ouvrir
votre compte auprès du portail public de facturation. D'accord? Dernier opérateur aussi, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'OD. Donc, c'est l'opérateur de dématérialisation. Alors, l'opérateur de dématérialisation, excusez-moi, c'est quoi? Ben, en tant que prestataire de service de dématérialisation de facture, ben, il va proposer aux entreprises un service qui permet de la gestion des factures émises ou des factures reçues. Par contre, il n'a pas la capacité de les transmettre directement aux plateformes des clients ou de les recevoir. Et pour ça, et même d'envoyer les données liées à l'administration fiscale. Et pour ça, bah, soit il va devoir passer par un PDP et donc travailler avec un partenaire qui a été validé par la DGSIP pour justement permettre la transmission, la réception des données vers les plateformes clients ou vers l'administration fiscale. Et généralement, ce sont des interventions avec des intermédiaires et on travaille par système d'API. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, des sanctions, même si au départ, bien évidemment, vous savez que il va y avoir une tolérance, hein, bien évidemment. Concernant l'e-invoicing, une amende forfaitaire est prévue de 15 € par facture, plafonnée à 15 000 € par année civile est prévue. D'accord? La première infraction commise ne sera pas sanctionnée. Bon, je pense qu'on sera peut-être même un peu plus, hein, parce qu'il y a toujours une période où on laisse un petit peu pour dire de s'acclimater. Et concernant le e-reporting, hein, donc c'est vraiment la transmission des données complémentaires de vente, donc tout ce qui va être lié à la TVA ou les échanges intracommunautaires, etc. Et bien là, une amende forfaitaire est de 250 € par transmission, dont le nom et la fréquence dépendent du régime d'imposition de l'entreprise, et de toute façon, ça sera plafonné à 15 000 €. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y aura une période où on ne sera pas sanctionné parce qu'il y aura un temps d'adaptation. Alors, les différents partenaires pour le déploiement. Donc, il va y avoir le rôle de l'État, vous avez bien compris, vous avez la plateforme publique, où je rappelle, il faudra inscrire votre société, hein, parce que l'inscription ne se fait pas automatiquement. Vous allez pouvoir retrouver les informations que je vous donne aujourd'hui. Si vous allez sur le site impôts.gouv, hein, vous allez retrouver pas mal d'informations. Vous allez pouvoir vous renseigner aussi auprès de l'éditeur de vos logiciels, et je vous conseille vivement d'anticiper, de savoir est-ce que votre éditeur sera un simple OD ou est-ce qu'il sera en même temps, est-ce qu'il sera PDP. Bien sûr, de vous rapprocher de vos experts comptables et juridiques, hein, qui vont pouvoir vous renseigner sur le plan juridique, sur le cadre réglementaire. Comme on a vu tout à l'heure, mais on a les notions obligatoires à rajouter les factures. Ça, il ne faut pas hésiter non plus à faire valider ça par des experts juridiques ou des experts comptables. On a le rôle d'extrémité. Nous sommes là justement pour vous accompagner dans cette transformation numérique. C'est nos buts par ce biais du webinaire, mais par aussi le biais de différents échanges que nous pourrons avoir pendant tout ce processus de réforme. Et le rôle des entreprises va être aussi, vous allez être acteur auprès de vos collègues, parce qu'il va falloir renseigner l'ensemble des personnes qui sont impactées par cette réforme. Et donc, bien évidemment, c'est aussi un moment donné où peut-être que tous ceux qui sont concernés par la facturation, qui sont concernés par la partie compta, il y aura une action à faire là-bas pour indiquer les tenants et les aboutissants, et pourquoi pas mettre en place un process pour que la réforme se passe dans les meilleures conditions possibles au sein de l'entreprise. Alors, bénéfices pour les entreprises, réduire les coûts. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, mais si on fait le coût de l'envoi par courrier avec l'impression, le timbre, etc., je
pense qu'on vous l'a déjà dit en long, en large et en travers. Mais il n'est pas indéniable, hein, parce que le coût d'une facture électronique elle est inférieur au prix du timbre. En plus, le timbre augmente chaque année. Donc voilà. Et donc, c'est estimé à, est inférieur à celui d'un timbre poste, comme on a dit, et celui d'une facture papier qui est estimé, hein, selon l'administrateur fiscal, à quelque chose de supérieur à 10 euros. Du gain de temps, là aussi, bien évidemment, par rapport à vos factures électroniques, c'est un traitement automatique qui est envoyé directement via les plateformes. Et quelque part, on a un eurodatage de réception de la facture. Et puis, on ne pourra pas dire, non, je n'ai pas reçu la facture ou elle s'est perdue, parce que on aura une traçabilité de l'envoi, de la réception, etc. Donc, et justement, par rapport à ça, diminuer quelque part les litiges et surtout les délais de paiement, parce que ce mode de transmission est beaucoup plus rapide, c'est ce que je vous disais, et sécurisé, et ça permet justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais d'avoir une traçabilité de l'envoi, de la réception, des différents cycles de vie de la facture, on va dire quasiment en temps réel. Et le but, c'est de fiabiliser le process. Et 64% des entreprises équipées de cette solution de facturation électronique vont avoir un impact positif sur cette notion de traçabilité et sur cette fiabilité qui permet de dire que cette facture envoyée par exemple par extrémité a bien été envoyée par extrémité, parce qu'on a cette notion de sécurisation de la facturation. Et la limite au niveau de la fraude surtout. Alors, comment on va se préparer? Donc ça, c'est la bonne question, parce que peut-être on peut se dire, mais oui, mais c'est pas avant 2026, voire même comme c'est reporté, ça sera peut-être 2027, et encore une fois, nous n'avons pas l'information, hein, même si le calendrier devrait bientôt être annoncé. Il faut quand même devancer. Parce que déjà, comme je vous l'ai indiqué, c'est qu'il va falloir repenser vos modèles de facture, parce qu'on a des champs obligatoires à faire, à transmettre et à mettre sur vos modèles de facture. Il va falloir aussi faire un petit état des lieux des différents tiers, voir est-ce qu'on a bien renseigné le SIREN, est-ce que le numéro intracommunautaire est bien renseigné, est-ce qu'on a bien le pays du lieu d'établissement du fournisseur. Vous voyez, on va retrouver toutes ces notions-là, mais un des plus gros travaux que vous allez voir, c'est de qualifier vos fiches tiers et vérifier que vous avez l'ensemble des informations. Parce que vous voyez, si on liste, on va dire est-ce qu'on a bien un système de numéro de facture initiale rectifié, les mentions d'options de paiement, est-ce qu'ils sont bien indiqués sur mon modèle de facture, même chose au niveau des taux de TVA appliqués, si j'ai des adresses de livraison qui sont différentes, est-ce qu'elles apparaissent bien parce qu'elle est différente de mon adresse de facturation. La mention aussi auto-liquidation qui est important à faire figurer sur la facture, et la qualification de fiche. Et ça, je pense que vous en êtes conscient, mais ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et là, justement, étant donné qu'on a un certain laps de temps pour s'y mettre, c'est vraiment un travail qu'il faut penser en amont. Dans l'e-reporting, même chose, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'e-invoicing, mais dans l'e-reporting, on doit transmettre des données. Et pour cela, même chose, on doit identifier les tiers avec qui on fait une transaction, avec un pays étranger ou avec de l'intracommunautaire ou avec du particulier. Donc, on va avoir des informations à renseigner, comme le SIREN, si on a besoin de le renseigner, les différentes mentions, les dates des opérations, faire figurer si la catégorie de transaction, est-ce qu'on est sur de la livraison qui est soumise à TVA, est-ce qu'on est sur de la prestation de services soumis à TVA, est-ce que c'est de l'intracom? Voilà, toutes ces choses-là aussi, il va falloir anticiper pour que demain, vous dites, voilà, pour mon e-invoicing et pour mon e-reporting, tous les éléments, je les ai bien checkés, et à partir de là, je sais que tout est bien renseigné, et on s'enlève déjà une épine du pied. Alors,
toujours à ce niveau-là, les données d'encaissement, voilà. Quelles sont les périodes à laquelle je dois transmettre les données, hein, donc par rapport au tableau que vous avez vu tout à l'heure, avec la date d'encaissement, le montant qui a été encaissé par taux d'imposition de TVA, parce que ça c'est important aussi. Enfin voilà, toutes ces informations liées à l'encaissement, indiquer quand je l'ai reçu, quels sont les taux de TVA qui sont impliqués, quel est le numéro de l'opération concernant la facture qui a été payée. Vous voyez, toutes ces informations-là, alors vous allez me dire, vous l'avez déjà dans la comptabilité, mais tout ça, il va être checké pour être sûr que j'ai les bonnes informations et que je pourrai transmettre, est-ce que c'est une fois par mois, est-ce que, ou autre, ces données qui devront repartir au niveau de l'administration fiscale. Alors, on a relevé 4 actions prioritaires en 2023-2024. Alors, vous voyez, j'avais mis 2023-2024 parce que, bien évidemment, initialement, ça a commencé en juillet 2024. Donc, et comme je vous l'explique, c'est qu'en juillet 2024, tous les acteurs doivent avoir une solution permettant de réceptionner les factures. Bon, là, il va y avoir un petit report, je pense. Alors, est-ce que c'est 6 mois, 1 an? On va le savoir d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais voilà les 4 actions que nous, qu'on a repérées. La première chose, c'est cartographier vos clients, vos fournisseurs, donc en fait vos tiers, vos factures et vos process, vos process de vente. C'est-à-dire, là, ici, il ne faut pas hésiter, c'est de voir comment est gérée la facturation au niveau de la réception. Donc ça, si on reçoit au niveau des fournisseurs, au niveau de l'envoi de nos factures, et voir quels sont le ou les services, ou quels sont le ou les personnes qui vont être concernées par ça, et si nos différentes fichières correspondent aux différentes obligations que nous impose la DGFiP. Donc les questions qu'on pourrait se poser, j'ai combien de clients et de fournisseurs, combien de factures j'émets grosso modo et que je reçois, quels sont les changements que je dois opérer par rapport aux obligations qu'on nous indique pour l'e-invoicing ou pour l'e-reporting, la gestion des cycles de vie, etc. Donc on va retrouver toutes ces questions à se poser. Même chose au niveau de nos pièces, si j'ai 3-4 modèles de factures différentes, est-ce que là-dedans je fais bien apparaître le numéro de SIRET, le numéro intracommunautaire, les différents éléments que je dois faire figurer? Tout ça, ça est une des premières réflexions à se poser, donc un travail commun justement pour voir quelles sont mes données manquantes et comment je vais pouvoir faire pour les modifier et les mettre en place. Le deuxième axe, faire un état des lieux de vos outils existants. Voilà. Aujourd'hui, vous avez du Cegid, vous avez peut-être d'autres outils, parce qu'on n'a pas, vous n'avez pas forcément, vous avez peut-être la compta Cegid, mais vous n'avez pas forcément un logiciel de gestion commerciale Cegid, hein, parce que vous avez une activité spécifique qui fait que vous avez un logiciel de gestion qui doit répondre à vos besoins. Et là, il va falloir vous renseigner auprès des différents éditeurs où ils en sont au niveau de la dématérialisation. Est-ce qu'ils sont OD? Est-ce qu'ils vont être PDP? Alors, même si pour l'instant, encore une fois, on n'a pas encore la liste des éditeurs qui seront PDP, mais dès l'instant que ça va sortir, il faudra se renseigner et anticiper et voir avec l'éditeur quelles sont les solutions qu'il va proposer pour cette réforme, ou alors s'il ne vous propose pas de solution parce qu'il n'a pas les capacités, il faudra peut-être se renseigner vers quel PDP je vais, pourquoi pas, travailler pour pouvoir émettre ou réceptionner mes factures. Donc je vous invite, dans ces cas-là, on est encore aux prémices, il ne faut pas non plus s'inquiéter, mais je vous invite de vous renseigner auprès du site des impôts pour voir si la liste a été mise en place. Et pour l'instant, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas encore le cas. Mais vous voyez, en principe, c'était prévu pour deuxième semestre 2023. On avait plus d'informations vers fin septembre, début octobre. Donc je pense que on ne doit pas être trop loin.
Donc, comme je vous disais, si votre éditeur ne sera pas PDP ou ne propose pas d'être OD, il va falloir se poser la question du choix de la plateforme pour la réception de vos factures électroniques comme pour vous l'envoi. Donc, vous aurez deux choix. Soit je le fais directement en PPF, mais on est limité parce que c'est un service gratuit. Si on passe par le secteur public, pour ceux qui ont déjà eu Chorus Pro, vous avez bien vu, mais on doit déposer manuellement ces factures au format PDF. Enfin voilà. Alors c'est viable quand vous avez une dizaine de factures par mois. Si vous avez 50, 100, 200 factures par mois, je pense que la meilleure des solutions sera de passer par un PDP pour automatiser toutes ces notions d'envoi et de réception. D'accord. Donc, vous voyez le petit tableau, c'est ce que je vous disais. Si vous passez par un PPF, c'est gratuit, mais on n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est important à préciser. Par contre, si vous passez par un PDP, ce sera une solution payante et le prix va varier en fonction des éditeurs, puisque ça peut être en fonction du nombre de factures, ça peut être en fonction d'un plafond de facture, tel prix de 0 à 1000, 0 à 5000, etc. Donc là, ça sera à vous de voir quel est le PDP qui correspondra le mieux à votre budget et peut-être aussi le mieux au niveau de fonctionnement avec l'outil de gestion que vous disposez actuellement. D'accord ? Une des dernières actions, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais préparer votre entreprise à cette transition. C'est-à-dire, il va falloir identifier déjà tous les acteurs. Quels sont, c'est ce que je disais, mais quels sont les services qui sont amenés à faire de la facturation? Ça peut être les commerciaux, ça peut être aussi le service après-vente ou d'autres services. Et de l'autre côté, quels sont les services qui sont amenés à traiter des factures de fournisseurs, parce qu'il n'y a pas forcément que le service comptable, mais ça peut être des responsables de service qui reçoivent des factures et qui vont être amenés à traiter ces factures-là. Donc là, c'est important, c'est de voir un petit peu votre process, comment il est fait chez vous. Peut-être que ça va remettre en cause certaines choses. Mais là, il sera important justement, et c'est pour ça que ces 4 points, pour moi, il faut déjà y penser, parce que comme on dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir, et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, il ne faut pas hésiter non plus sur ces 4 points-là, de faire appel à, pourquoi pas, d'en discuter avec votre expert comptable, d'en discuter avec votre intégrateur, par exemple avec nous ou toute autre personne qui pourrait justement vous accompagner dans cette transition pour que la réforme puisse passer facilement sans grabuge et que tout soit fait dans la sérénité. Alors, et Cégide dans tout ça? Oui, on n'a pas encore parlé de Cégide. Alors mon but, vous avez bien compris, c'était de reprendre un petit peu à quoi allait correspondre la réforme 2024 avec tous les mots que vous avez pu entendre à droite et à gauche, PDP, OD, PPF, enfin voilà. Donc ça, pour nous, c'était important avant de faire un premier pas sur cette partie-là. Et dans Cégide, dans tout ça. Alors, Cégide a décidé de se positionner en tant qu'OD, en tant qu'opérateur de dématérialisation pour les produits Cégide XRP Sprint qui nous concernent. Alors, même si vous avez pu voir des articles à droite et à gauche où à un moment donné on parlait de PDP, alors si on va avancer, mais PDP, oui, pour les produits experts, donc tout ce qui est lié aux experts comptables, mais Cégide, lui, pour tout ce qui est sa gamme, on va dire XRP Sprint et les autres gammes de logiciels, ils se sont positionnés en tant qu'opérateurs de dématérialisation. D'accord ? Donc, Cégide s'est positionné aussi en tant que candidat pour participer à cette phase de pilote,
qui, en principe, encore une fois, mais ça a peut-être changé avec ce report, était prévu à partir de janvier 2024, d'avoir une phase d'expérimentation qui permet de mieux appréhender la complexité de la réforme et de voir si et de prendre en considération la totalité des différents cas spécifiques pour garantir que à la date, à la mise en production, on soit capable de gérer l'ensemble des différents flux. Enfin, alors je n'ai pas encore la date, mais bien évidemment, dernier trimestre 2023, Cegid sortira une mise à jour, sera une mise à jour majeure. Alors, est-ce que ça sera vraiment la V11 édition 10 ou une V12? On n'a pas trop l'information. Mais cette mise à jour comportera la mise en conformité de la réforme 2024. Avec une remodélisation au niveau des champs, au niveau des tiers, avec aussi la possibilité de sortir des factures au format facture X, hein, c'est ce que Cegid a décidé de prendre comme format de dématérialisation. Donc voilà, on n'a pas encore la date, elle n'est pas encore connue. Mais voilà, il faut s'attendre en fin d'année d'avoir une mise à jour qui comportera déjà des mises en conformité pour cette réforme 2024. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit en préambule, ça va évoluer, hein, on va avoir des informations, donc on risque de communiquer, alors pas toujours forcément sur un webinaire, mais on risque de communiquer par emailing sur un peu l'évolution. Et si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes aussi bien dans la réforme qu'aussi bien dans les produits Cegid, on fera un deuxième webinaire, voire peut-être un troisième, dans une solution courte comme on fait là, où on est à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Le but, c'est essayer de vous donner le plus d'informations possible et de vous accompagner dans cette transition de la nouvelle réforme 2024. Voilà, alors, comme je vous l'ai indiqué, donc, je n'ai pas encore regardé s'il y avait des questions sur le chat. Je pense que Alors, Vincent déjà oui, regardé. Greg, il y a des questions. Ah, voilà. Alors, mais je pense que tu as répondu, mais Ah, Marie-Thierry, bonjour. Il y aura des stats sur la plateforme, facture en erreur, délai de moyens de paiement par client. alors, même si on ne sait pas aujourd'hui comment elle sera visible la plateforme, hein, mais si vous avez connu un peu Chorus Pro, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des notions, le nombre de factures qui ont été refusées parce qu'elles ne sont pas conformes. Oui. Alors, pour l'instant, on n'est qu'au début, mais je pense qu'on aura cette notion-là où on pourra avoir une statistique des factures qu'on a réceptionnées, celles qui ont été acceptées, celles qui ont été refusées. Je pense que oui, ça, on l'aura. Alors, il y a une autre question. Alors après, si jamais vous souhaitez qu'on ouvre les micros, vous pouvez essayer de demander à ouvrir les micros. Si vous voulez poser votre question à l'oral, ça peut aussi, mais après, le but n'étant pas d'avoir une cacophonie, donc on ouvrira ponctuellement. Mais on a une autre question, c'est est-ce que le e-reporting est à mettre en œuvre qu'en émission ou aussi en réception pour le calendrier? Alors, c'est une très bonne question, ça. Merci de me l'avoir posée. Par rapport au calendrier, donc le e-reporting, vous avez bien compris, c'est surtout envoyer tout ce qui est au niveau des factures, c'est-à-dire tout ce qui est lié sur la facturation pour tout ce qui est intracom, facturation avec du particulier, etc. Donc, bien évidemment, le e-reporting devra correspondre à l'obligation de l'envoi de vos factures. Mais Alors, dans un même temps, le cycle de vie des factures, parce qu'on parlait tout à l'heure des factures d'achat que vous allez recevoir de vos fournisseurs, on va devoir avoir une obligation de dire, comme c'était prévu initialement, c'était de dire on a cette facture obligatoire en réception en juillet 2024. Et là, il y a aussi toute la notion de cycle de vie qui sera obligatoire à partir de juillet 2024 si on respectait le planning comme c'était initialement prévu. et voilà, donc en fait, il y aura de la communication dans les deux sens. Oui, Peut-être pas le même niveau de communication, mais tu auras de la communication comme tu le précises. Ce qu'on peut peut-être, Monsieur Thibault Charlet te remercie. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que du coup, les factures étant dématérialisées, la réception,
ce n'est plus des factures PDF et des factures papier que vous recevez. Donc, on a des outils, on va communiquer très prochainement sur des outils pour aussi récupérer les factures et les comptabiliser dans la compta. Parce que autant une facture PDF, facture X, est encore lisible, mais le fichier, c'est le XML. Par contre, si vous recevez un fichier purement XML, c'est difficilement lisible. Et donc là, on travaille, et notamment Grégory aussi, surtout, sur une solution qu'on est en train de faire monter en puissance avec un partenaire pour avoir une solution à proposer d'automatisation de l'écriture comptable à partir d'une facture réceptionnée. Donc ça, vous aurez des informations prochainement là-dessus, en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, n'oubliez pas que vous pourrez revisionner ce webinaire sur la chaîne YouTube pour pouvoir effectivement vous arrêter sur certains points qui ont été passés peut-être, qui ont peut-être pu passer vite devant une première prise en charge. Il faut en fait monter en compétence. Le but de ces webinaires, c'est vraiment là. Grégory fait de l'évangélisation, donc pour beaucoup peut-être vous découvrez en fait cette notion de facture électronique. Pour beaucoup d'autres, vous devez effectivement avoir déjà eu des informations, mais notre but c'est toujours de vous accompagner en fait. C'est ça. Ah oui, un sujet aussi important, comme Greg le précisait, c'est qu'il va y avoir une version 10, il y aura peut-être d'autres versions. Donc, il y a des montées de versions à faire. Dernièrement, vous avez pu remarquer que Cegid propose régulièrement des mises à jour de produits, encore récemment. Donc là-dessus, on est en mesure de vous accompagner si vous ne savez pas installer les mises à jour. Alors, je parle de les versions on-premise, hein. On est en mesure de vous accompagner dans soit une montée en compétences pour passer vous-même les mises à jour si vous souhaitez apprendre à le faire, soit vous faire les mises à jour produits, ou alors envisager de basculer votre gestion on-premise vers une gestion hébergée chez l'éditeur, chez CJ dans l'occurrence, en mode SaaS, qui permet en fait de bénéficier des mises à jour en automatique. Donc ça peut avoir un intérêt surtout que de plus en plus les produits vont communiquer par des API, ça peut avoir un intérêt d'avoir une version hébergée chez l'éditeur pour vous enlever la contrainte des mises à jour. Ça, n'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle qui pourra échanger avec vous sur ce sujet. Et puis, bien sûr, Grégory pourra vous donner plus d'informations si vous le souhaitez, en fait. Et puis pour rebondir sur ça, tu as tout à fait raison, Vincent. C'est que, bon alors on ne parle pas de la paye parce qu'on doit toujours mettre à jour les versions de Cegid, mais là, comme on arrive sur le fait qu'on va avancer de plus en plus sur cette réforme, bah, il faudra pas attendre pour mettre en place les mises à jour s'il y a des mises à jour Cegid qui apparaissent. Parce que ben, au fur et à mesure, ils vont agrémenter des éléments liés à cette réforme. Et ben, il faut éviter d'être en différence de version sur ces produits-là. Ça va être important parce que ça va concerner aussi bien, et vous l'avez bien compris, hein, mais ça va concerner aussi bien la gestion commerciale que la compta. Hum. Alors sur le chat, Samuel, notre directeur commercial, reprécise effectivement qu'il y a des événements à venir autour de la cybersécurité, autour de Cegid HR Sprint. On va bientôt avoir un événement autour de Cegid Relations bancaires, donc qui sera présenté également par Grégory, autour d'une solution permettant d'améliorer encore la communication pour ceux qui utilisaient suivi des règlements ou les produits comme ça. Alors un sujet qui est tu dis on ne parle pas de la paye, mais on va en parler un petit peu parce qu'en fait le 10 octobre, nous organisons une matinale, alors en deux parties, mais une matinale en deuxième partie de matinée autour des solutions paye. Donc c'est assez large, c'est pas autour d'une solution de paye, mais parler un petit peu des solutions de paye qu'on peut vous proposer d'une solution hébergée chez vous, d'une solution hébergée sur le cloud ou même de l'externalisation. Donc, si la problématique paye est un sujet actuellement chez vous, bah, n'hésitez pas à venir. C'est en présentiel, c'est l'occasion de rencontrer les équipes, de voir nos nouveaux locaux dont nous sommes assez fiers. Et ça, c'est le 10 octobre donc pour cet événement.
Je ne vois pas d'autres questions. C'est qu'on a été clair. Je pense que tu as été très clair. Monsieur Mrissa, pour notre groupe, faudra-t-il un logiciel de facturation pour la GESCOM et un pour Cégide ou un seul commun suffira? Pour votre groupe, alors oui, est-ce qu'il vous faut un logiciel de facturation? Ça dépend en fait, comme disait Grégory. Tu disais tout à l'heure que mais il y a des métiers, des fonctionnalités métiers qui peuvent peut-être ne pas répondre en Cégide. Si on sait répondre en Cégide, on peut vous proposer du Cégide. Si maintenant vous avez une particularité sur votre activité, ce qui est le cas, hein, alors, la facturation client aujourd'hui c'est la facturation en B2C, c'est pas concerné par la facture dématérialisée. Mais après, il faut voir si on est capable, nous, de répondre. Et si on est capable de répondre, on y répondra. Si on n'est pas capable d'apporter une solution à une problématique particulière, on vous conseillera de choisir un produit qui répond. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça, c'est une analyse à faire. Et ça peut être effectivement l'objet d'un rendez-vous pour échanger. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers l'achat clientèle qui planifiera avec Grégory, qui sera un plaisir d'échanger avec vous en tête-à-tête sur ce sujet-là. Alors j'espère que on ne vous a pas effrayé avec cette facture, que vous aviez bien en tête ces modifications. Donc il y a eu un délai complémentaire, mais ce n'est qu'un délai complémentaire, hein, ce n'est pas une mise aux oubliettes de la réforme. On peut considérer un petit peu, pour ceux qui faisaient de la paye, l'équivalent de la DSN, en fait une grosse réforme, mais qui au départ peut sembler être un petit peu chronophage, un petit peu, il faut le mettre en place, il faut trouver, voilà, il faut prendre les habitudes. Mais aujourd'hui, les utilisateurs de paye ne reviendraient plus en arrière sur le type de déclaration papier qui était faite, les envois annuels où on ne savait plus tous les éléments. Là, tous les mois, c'est fait. Là, on sera dans une fluidité. Alors, aussi un contrôle accru de l'administration, mais voilà, s'il y a de la fraude, il y a de l'argent à les récupérer. Et bien évidemment, nous ne sommes pas, nous et vous, dans les fraudeurs, mais donc il y a des fraudeurs, autant les débusquer. Et si ça peut, le fait de nous simplifier la vie à terme dans la facture, voilà, tout le monde y est gagnant. Ouais, et puis ça après, pour reprendre par rapport à ça, parce que c'est vrai que on peut dire 2000, ouais, si c'est 2025, on a encore un peu de temps, mais ça vous permet aussi de peut-être revoir vos process, de qualifier vos fiches, parce que comme vous l'avez bien vu, ben, il va falloir faire apparaître des éléments que vous mettez peut-être pas forcément à jour. Donc ça peut être aussi une bonne solution de remettre en place ça. Et vous verrez que par la suite, ben, le fait de faire de la dématérialisation de factures, ça sera quand même un certain gain de temps. Et dans 5 ans, on reviendra et vous direz, bah oui, je reviendrai plus en arrière. Alors Mm. c'est vraiment dans ce but-là. Et comme tu précises, effectivement, bon, les PME auront un délai pour la mise en place de leur facture sortante. Hmm. Mais dès que les entreprises du premier niveau auront obligation d'émettre des factures, vous serez en obligation de recevoir ces factures. C'est Donc ça. la réforme va vous impacter assez rapidement, hein.